Amis de la poésie, bonsoir. Pour vous parler de l'ego du poète, j'avais d'abord songé à prendre l'un de mes poèmes, et ainsi, me plaçant entre Théophile Gautier et Charles Baudelaire, donner une belle illustration de ce que pourrait être un ego démesuré. Ça aurait pu être, certes drôle, mais vite limité sur le plan argumentaire. Alors j'ai décidé de plutôt choisir Stéphane Mallarmé, un poète qui écrivait volontairement des textes extrêmement complexes à appréhender. On parle de poésie hermétique. Persuadé que le lecteur allait passer des heures à décortiquer chacun de ses poèmes. Et effectivement, les travaux de Mallarmé méritent qu'on s'y arrête longuement. Aussi, dans cette vidéo, je vais commencer par décortiquer le poème de Mallarmé commençant par « Tout orgueil fume-t-il du soir ?» afin que l'on puisse en comprendre le sens. Cela nous amènera à voir que l'ego est essentiel pour faire avancer la création artistique. Nous étudierons enfin les fondements culturels qui nourrissent l'ego de l'artiste et l'impact du contexte social et moral sur la création artistique. Mais replaçons le contexte. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Victor Hugo est mort, Baudelaire aussi, et Verlaine meurt également, laissant son titre de prince des poètes à Mallarmé. La noblesse artistique inhérente à la poésie s'affaisse lentement pour laisser place au roman. Là où Victor Hugo a régné, c'est désormais Zola qui trône. Au fil des décennies, la tendance s'accentuera jusqu'à arriver à notre époque où non seulement la poésie n'intéresse plus personne, mais même la littérature traditionnelle est en retrait manifeste face aux romans policiers, à la science-fiction, à la fantaisie, et plus encore face aux publications graphiques, qu'elles soient bande dessinée, manga ou comics. Mais revenons à Mallarmé. En cette fin de XIXe siècle, la poésie est donc en crise. Les poètes ne sont plus les figures tutélaires de la création artistique écrite. La République est bien installée, et avec elle, la modernité. Mallarmé publie en 1895 « Crise de vers », où il nous expose sa vision de la poésie. Car pour lui, la crise est plus profonde qu'une simple crise de la prédominance poétique. Pour lui, la crise a une teneur presque mystique. Tout est en crise, car tout est fiction. Il n'y a plus d'absolu. Contrairement à l'Ancien Régime, où tout était fondé sur Dieu, la modernité n'est plus fondée sur rien. Et l'homme se construit des substituts divins. Mallarmé rêve d'une société dans laquelle toute fiction serait déconstruite. Une société qui vivrait sans Dieu et l'assumerait. Le problème, c'est que l'humanité se crée nécessairement du divin parce qu'elle préfère vivre dans la fiction. Le poète est le seul à pouvoir comprendre cette crise parce qu'il est le maître de la fiction. Plus que la comprendre, il peut, par l'écriture, la déconstruire. L'hermétisme de Mallarmé vient de cette volonté de déconstruction. Considérant que les textes évidents ne permettent pas d'aller en profondeur et qu'ils appartiennent à la rhétorique, ce qui, pour Mallarmé, n'est que de la fiction manipulatrice, considérant cela, ses propres textes sont déconstruits pour que le lecteur fasse ce travail de reconstruction qui permet de comprendre les rouages de la fiction. Alors, certains de ses poèmes restent cependant tout à fait accessibles, mais dans le genre difficilement compréhensible à la première lecture, il y a par exemple un sonnet qui commence ainsi. Tout orgueil fume-t-il du soir, torche dans un branle étouffé, sans que l'immortel bouffé ne puisse à l'abandon sursoir. La chambre ancienne de Loire, de maintes riches mais chut trop fait, ne serait pas même chauffée s'il survenait par le couloir. Affre du passé nécessaire, agrippant comme avec des cerfs le sépulcre de désaveu, sous un marbre lourd qu'elle isole, ne s'allume pas d'autre feu que la fulgurante console. Comme je le disais, difficilement compréhensible à la première lecture. Nous avons là de la poésie à son paroxysme. Chaque mot est une métaphore en soi. Dans le premier quatrain, par exemple, le soir, c'est le déclin, peut-être même la décadence. Quant à l'orgueil, c'est une métaphore courante du triomphe et de la force. On pourrait donc le comprendre ainsi. Toute gloire exhale de la décadence. Utiliser le terme fumer n'est pas anodin. Fumer évoque une respiration qui attise, disons, le cigare de l'orgueil. Plus l'orgueil brûle, plus est exhalé le déclin. L'orgueil se consume lui-même et produit son propre crépuscule. Cette fumée, évoquée très métaphoriquement au premier vers, est plus explicite dans le reste du quatrain, avec cette torche
apposition du mot orgueil, qu'on étouffe en l'agitant, un branle étant une danse. Ce mot orgueil domine tout le premier quatrain. Ainsi, cette bouffée d'orgueil, ce souffle que l'on prétend impérissable, ou, dit autrement, l'âme que l'homme s'attribue. Or, cette âme, qu'on se plaît à croire immortelle, ne peut surseoir à l'abandon. Elle ne saurait prolonger son existence au-delà de la mort. Comme je le disais, Mallarmé est là pour déconstruire la fiction. Voyez comme en un seul quatrain, il en dit beaucoup, et de façon très mystique, très hermétique. Mais passons à la suite. Mallarmé aime à user de mots rares, parfois tombés en désuétude. En l'occurrence, un noir, c'est un héritier. Loire, défunt, son âme n'ayant pu surseoir à l'abandon de la vie, Loire est donc héritier de quelque antique famille dont la chambre est riche de trophées. Mais cette chambre n'est pas chauffée, même pour le riche défunt, quand bien même celui-là surviendrait par le couloir. Autrement dit, la cheminée est éteinte, il n'y a pas de feu dans l'âtre, et rien pour accueillir le fantôme du défunt si celui venait à apparaître. Les fantômes viennent toujours du couloir. Mallarmé, dans son toast funèbre, parle avec ironie du magique espoir du corridor. Après un premier quatrain philosophique, le deuxième est ici très prosaïque et expose la situation. Un défunt dans une chambre sans feu. Généralement, dans un sonnet, la conclusion philosophique est apportée au dernier tercet. Mallarmé propose là une construction très atypique et complètement inversée. Mais continuons dans le sonnet. Si habituellement on désigne par console l'ensemble du meuble, à savoir le support et les tablettes, le mot ne désigne originellement que les deux pieds et l'armature qui, appuyés contre un mur, soutiennent la tablette. Les deux derniers tercets nous montrent un simple éclair de lumière sur le métal froid de la console, fragile substitut de la vie éteinte. Il n'y a pas d'autre feu dans la chambre que cette fulguration. Il n'y avait pas besoin de deux tercets pour cela. Mais Mallarmé avait autre chose à dire. Il ne lui suffisait pas qu'un froid reflet fût le seul feu de la chambre, il le fallait fulgurant, c'est-à-dire violent et rapide, métaphore d'une poussée d'angoisse où culminerait le sens profond de son sonnet. Cette fulguration prend alors deux sens. Unique feu de la chambre, elle confirme le froid du second quatrain. En tant qu'angoisse, ou plutôt qu'affre, elle figure à son paroxysme l'essentielle détresse qui est le sujet du poème. Ces affres du passé nécessaires sont l'angoisse, l'horreur rétrospective du temps spoliateur est nécessaire, car sans cette angoisse, on ne fait que replonger dans la fiction de l'âme éternelle. La métaphore est superbe. L'angoisse, figurée par cette console, agrippe comme avec des serres qui figurent les attaches fixant la tablette de marbre. On voit une nouvelle fois la construction complètement renversée du sonnet, où la fulgurance de la console, le dernier vers, est à la fois le seul feu de la pièce et la métaphore de l'angoisse fulgurante, toutes deux recouvertes du sépulcre de désaveu, allégorie de la mort sans recours. Reste la conclusion du sonnet, qui est en réalité dans le premier quatrain, ce qui nous incite à lire, relire et encore relire en boucle le sonnet, pour réussir à le comprendre et lui donner du sens. Et ce premier quatrain nous dit que, contrairement à la mystique romantique de la vie après la mort, eh bien, après le trépas, il n'y a plus rien. Après la mort, le seul feu de la vie est un vague reflet sur le pied de métal d'une console. D'ailleurs, le poème ne se finit pas sur la pensée, reflet de l'âme, mais sur un objet inanimé, car c'est là tout ce qu'il reste, après la mort. Voilà pour le sens du poème. On constate tout de même que Mallarmé avait une certaine estime de son travail. Rendre son poème aussi opaque implique un énorme travail de compréhension de la part du lecteur. Mais, puisque tout orgueil fume du soir, et ne peut à l'abandon sursoir, à quoi bon écrire, puisqu'une fois mort, il ne restera rien. Rien d'autre qu'une vague fulgurance sur une console. Eh bien, c'est là toute la force de l'ego du poète, et de l'artiste en général. Il défie la mort en projetant son œuvre dans l'éternité, un peu comme Zeus projetait les héros de la mythologie antique dans le ciel pour en faire des constellations. Comme le disait Théophile Gautier dans son poème L'Art, que l'on a étudié quelques vidéos plus tôt, tout passe,
l'art robuste, seul à l'éternité, le buste, survit à la cité. Et la médaille austère que trouve un laboureur sous terre révèle un empereur. Les dieux eux-mêmes meurent, mais les vers souverains demeurent plus forts que les airains. Sculpte, lime, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Sans cette volonté de se projeter dans l'éternité, Nietzsche pourrait parler de volonté de puissance, sans cette volonté, y aurait-il de l'art? Il y aurait bien sûr le besoin de l'artiste de s'exprimer. L'artiste ne crée pas pour s'amuser, mais parce qu'il est incapable de faire autrement. Mais sans son ego, nulle quête de perfection. Cette absence d'ego, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui sur Internet, avec des gens qui postent sur des blogs des poèmes médiocres qu'ils n'ont même pas relus, ou des vidéos de reprises de chansons mal faites et avec un son déplorable sur YouTube, ou encore des nouvelles sans style, sans talent, postées sur les plateformes d'écriture. Le pire, c'est que parfois, ils arrivent à trouver un public. Et après tout, si le créateur s'épanouit dans son expression, et que le public arrive à jouir de l'œuvre, qui suis-je pour critiquer tout ça? L'ego apparaît d'une autre façon dans l'art, et je vais y venir d'une façon très détournée. Souvenons-nous de la crise du coronavirus en 2020. La pandémie s'est certes déclenchée en Chine, mais c'est aussi là qu'elle s'est le plus vite jugulée. Alors, il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que la Chine avait conscience dès le début que c'était un virus à prendre au sérieux. On se souvient de l'hôpital construit à Wuhan en tout juste 10 jours, alors que le reste du monde en était encore à débattre de savoir si c'était une petite grippe ou une grosse grippe. Il y a le fait que la Chine est un régime très autoritaire. Et quand son gouvernement met en place un confinement strict, eh bien, il est strict. Ajoutons à cela que la Chine avait déjà fait l'expérience d'autres coronavirus quelques années auparavant, et avait donc une certaine expérience de la situation. Mais la raison principale, en plus de celle que je viens de citer, la raison principale qui a fait que l'épidémie a été jugulée efficacement, c'est la culture taoïste et confucianiste du pays. Le christianisme, notre culture, met la responsabilité individuelle au cœur de l'organisation sociale. Le Christ nous dit de bien nous comporter, mais sans nous dire quoi faire précisément. C'est à chacun de trouver la meilleure manière d'être un bon chrétien. Et même si on est le dernier des anticléricaux, on reste imprégné par cette façon de penser. Résumé en 2 mots, la philosophie serait « dépasse-toi, fais de ton mieux ». Le confucianisme, au contraire, met l'harmonie du groupe au cœur de la société. Si on doit se mettre en retrait pour le bien du groupe, on le fait. Et dans le taoïsme, le bien et le mal ne sont que les 2 facettes d'une même pièce, ce qui conduit beaucoup plus facilement à accepter un mal pour un bien. Résumé en 2 mots, la philosophie chinoise serait plutôt « le clou qui dépasse » appelle le coup de marteau. Cet état d'esprit est assez flagrant dans le cinéma, où, dans les films américains, le héros mettra un point d'honneur à sauver tout le monde sans exception, quitte à risquer la vie de tous. Tandis que dans les films chinois, sacrifier un certain nombre d'individus pour sauver le groupe est monnaie courante. Ainsi, en Chine, être confiné et porter un masque est un sacrifice facilement accepté, car il permet de sauver le plus grand nombre. En Occident, et notamment en France, rester enfermé pendant 3 mois, surtout quand on vit dans 10 mètres carrés sans balcon, coupé de toute vie sociale, nous semble un sacrifice bien lourd qui nous semble remettre en cause les libertés individuelles durement gagnées. Et effectivement, on aura envie de se laisser emporter par de grands élans, vivre libre ou mourir. Il n'y a là aucun jugement de valeur de ma part, simplement 2 visions du monde très différentes et qui ont parfois du mal à se comprendre. Mais l'artiste, c'est justement le paria, celui qui refuse ou qui est incapable de s'intégrer au groupe. L'artiste, c'est quelque part celui qui dit « peu m'importe vos masques, s'il le faut, je mourrai en accomplissant mon art ». Évidemment, l'accomplissement de son art se fait la plupart du temps bien au chaud, tranquillement dans sa chambre ou son atelier. Mais le refus de la pression sociale reste présent. Et parfois, la mort sociale est plus douloureuse encore que la mort physique. Car, mort physiquement, il ne reste rien qu'une étincelle sur une console. Mort socialement, il nous reste encore nos yeux pour pleurer.
Vous me direz, quel rapport avec l'ego? Eh bien, estimer qu'à soi seul, on est mieux que le groupe, et que l'expression de notre génie justifie ce schisme avec le reste du groupe, ça demande quand même un ego bien trempé, non? Et face à cet ego de l'artiste qui refuse de se plier à la norme, comment réagit la société? Le terme pour décrire sa réaction serait la censure. Et c'est quelque chose que nous explorerons lors de la prochaine vidéo.